Bonjour, pour la carte d'aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine, d'un crayon Sharpie noir fin et de 3 crayons de couleur, un mauve, un vert ainsi qu'un orange. Tu vas avoir besoin de ton aiguisoir et de ton efface. Je te laisse sortir ton matériel. Première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons ici travailler avec nos deux échelles différentes. Ici, on va avoir une échelle qui va vraiment être internationale. On va voir la planète au complet. Ici, on va pouvoir voir l'échelle qui va être l'Europe de l'Ouest. La première des choses qu'on va faire, c'est que ici, juste pour te situer un peu dans l'espace, ici, tu vas avoir ton repère principal qui va être l'Italie, la mer Méditerranée, l'Espagne, la France, l'Angleterre. C'est l'équivalent du petit carré que je vais tracer ici sur ma carte. Comme ça. C'est très petit. Je vais te le faire au crayon noir pour que tu puisses mieux le voir. Mais ici, on va avoir l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et notre carré qui est ici, c'est l'agrandissement du petit carré qui est là. Et c'est pour ça qu'on va faire notre petit carré et notre ligne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite placer le titre de notre carte qui va être la Renaissance. La Renaissance au 15e et 16e siècle. On va toujours écrire à la mine pour s'assurer d'avoir, de ne pas faire de faute. Une fois qu'on a bien écrit les mots Renaissance au 15e, 16e siècle, on peut repasser dessus. Ça va être notre sujet pour les prochains cours. On va voir qu'est-ce que la période de la Renaissance. Pourquoi est-ce qu'en histoire de secondaire 2, est-ce qu'on va parler de la Renaissance? On va se poser la question, quelle est la portée historique de la Renaissance? La portée historique, c'est l'importance accordée aux événements, souvent qui vont avoir une influence dans le présent. Avant de travailler la carte, on va aller commencer à travailler tout de suite les caractéristiques de la Renaissance. Mais qu'est-ce que la Renaissance? On va mettre ici dans le centre notre bulle principale. C'est notre sujet pour les prochains cours. C'est pour ça qu'il faut toujours écrire à la mine, parce que si on se trompe, on peut effacer. La Renaissance. C'est notre sujet, la Renaissance, c'est notre quoi. Il va toujours falloir se situer dans le temps et dans l'espace lorsqu'on va faire l'histoire. La Renaissance, ça se passe au 15e et 16e siècle. Et ça va être en Europe. Ça ici, ce sont nos caractéristiques principales de la Renaissance. Je vais te donner la définition telle quelle de la Renaissance. La Renaissance, c'est une période. Je vais me tasser un petit peu plus ici. Je vais me tasser là ici. C'est une période de renouveau qui va être à la fois scientifique, culturel et artistique. Quand on va travailler à l'intérieur du cours, quand on va voir cette période-là, on va parler beaucoup de changements. Ce sont des changements.
ce sont des nouveautés. Au niveau scientifique, il va y avoir des nouveaux modèles astronomiques. On va passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, qui est le fait de, au Moyen Âge, la Terre est considérée comme étant le centre de l'univers ou du système solaire, tandis que pendant la Renaissance, au niveau scientifique, l'astronomie nous dit que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire. Au niveau culturel, il va y avoir des changements au niveau de la vision de l'homme, il va y avoir de nouvelles religions, puis au niveau artistique, il va y avoir des nouvelles techniques qui vont faire leur apparition. La Renaissance est caractérisée par ce qu'on appelle un mouvement de pensée. Un mouvement de pensée, c'est comment les gens se représentent le monde, comment les gens vont penser. C'est un mouvement intellectuel qui, on peut décrire comme ce sont l'humanisme. Et dans le mot humanisme, il y a le mot humain. Tout au long du chapitre, on va essayer de caractériser, donc donner les caractéristiques de qu'est-ce que l'humanisme. La principale caractéristique de l'humanisme, et c'est ça qui fait que la Renaissance tourne autour de l'être humain et que c'est une rupture, un changement avec le Moyen Âge, c'est que c'est une nouvelle vision de l'homme. Puis on va toujours comparer avec le Moyen Âge, qui est la période historique qui vient juste avant la Renaissance, ou peut-être qui chevauche le Moyen Âge. Mais au Moyen Âge, la religion catholique est très importante. Puis le personnage le plus important dans la religion catholique, c'est Dieu. Dieu est au centre de tout. Dieu influence la vie quotidienne des humains, des hommes. Avec l'humanisme, c'est plus Dieu qui va influencer les choix ou ce qui arrive à l'être humain, c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est l'homme qui décide de ce qu'il fait. L'homme est bon, l'homme est capable de prendre ses décisions. Et ça, c'est une nouveauté. Pour nous, ça paraît quelque chose d'acquis, mais pendant le Moyen Âge, puis au début du temps moderne, qui va être la période de la Renaissance, c'est quelque chose qui est nouveau puis qui va faire son chemin en Europe. Au niveau de l'humanisme, ce qu'il va y avoir, il va y avoir des réformes religieuses. Lorsqu'on parle de réforme, ça veut dire changer quelque chose. Si, exemple, je fais une réforme du code de la route au Québec, ce que je pourrais faire comme réforme, ça pourrait faire passer la limite de vitesse qui est à 100 km à 120 km. Et donc, ça serait une réforme sur le code de la route. Mais là, on va avoir des réformes religieuses et il y a plein de nouvelles branches de l'Église chrétienne qui vont faire leur apparition comme celle protestante. Au cœur de l'humanisme, parce que ça, c'est nouveau, c'est un nouveau mouvement de pensée, il va y avoir la diffusion de leurs idées. Et encore là, c'est une rupture comparée au Moyen Âge, à la période précédente. Au Moyen Âge, l'Église contrôle tout ce qui est au niveau intellectuel, contrôle les connaissances, contrôle les savoirs. Les humanistes, eux, vont s'échanger les informations. Puis il y a une nouvelle technologie qui va faire son apparition, puis ça va être l'impression. Comment que les humanistes vont se faire connaître à travers l'Europe au complet, ça va être avec l'impression. C'est une technologie qui existait déjà en Asie, mais elle va être importée et perfectionnée en Europe. Ensuite, les humanistes vont diffuser leurs idées avec des correspondances. Entre autres, Erasme, qui va être un des grands penseurs de l'humanisme, lui passe ses journées à écrire des lettres à des personnes à travers l'Europe. Des personnes qui sont influentes, des rois, des reines, des nobles,
des personnes qui ont plus d'argent, des grands commerçants, mais aussi d'autres humanistes. Puis lui, il leur parle de qu'est-ce que l'humanisme, et il leur parle de la nouvelle vision de l'homme. Et l'autre facteur de diffusion de l'humanisme, c'est dans les universités, qui commencent à faire leur apparition partout en Europe. Puis on invite les humanistes, donc ceux qui vont parler de l'humanisme, à venir faire des conférences ou à donner des cours. Sans l'impression, ça aurait été impossible pour les humanistes de diffuser leurs nouvelles idées, parce que c'est l'Église catholique qui aurait contrôlé l'écriture et la diffusion des livres. Là, on se pose la question, l'humanisme, c'est une nouvelle vision de l'homme. On va diffuser avec l'impression, la correspondance, puis l'université. Pourquoi il y a eu une renaissance en Europe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Européens se questionnent et viennent à avoir une nouvelle vision de l'homme et à faire des réformes religieuses? C'est qu'on va travailler la principale cause de la Renaissance. On va aller ici à droite et on va se faire une bulle juste là et on va présenter la principale cause de la Renaissance. Quelles sont les causes de la Renaissance? Plusieurs. Il y en a, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une phrase que tu vas lire dans ton cahier d'exercice. Il n'est pas nécessairement très bien expliqué. Je vais te le dire, c'est la redécouverte des savoirs antiques. Mais qu'est-ce que sont les savoirs antiques? Les savoirs antiques, ça va être toutes les mathématiques, toute la philosophie, toute la mythologie, toute la science qui va avoir été développée pendant l'Antiquité, qui est la période avant le Moyen Âge, chez les Grecs, chez les Romains. À la limite même en Mésopotamie. Et ces savoirs-là ont été perdus avec le temps. Et ceux qui ont été conservés, et là, il faut que tu comprennes que c'est sur une période de 1500 ans, ont été recopiés dans des livres, recopie par-dessus recopie par-dessus recopie. Et là, les personnes qui vont recopier les livres, parfois, vont se tromper. Lorsqu'il va y avoir la traduction d'une langue à l'autre, par exemple du grec vers le latin, il va y avoir des fois des erreurs de traduction. Quand ça va être de la langue arabe vers le latin, encore là, il va y avoir des erreurs de traduction. Parce que les textes grecs ont été traduits en arabe et après ça, les Européens vont prendre les textes arabes puis les traduire en latin. Parfois même, ça va passer de grec à arabe, à grec, à latin. Et là, il y a vraiment une perte au niveau de la traduction. Et ça se rajoute à ceux qui vont changer délibérément les mots et les informations pour faire de la censure et aller dans le sens de l'Église catholique. Alors, à la Renaissance, vers 1400, il y a des gens qui commencent à réaliser « Hey, est-ce que j'ai la bonne version des connaissances et des livres de l'Antiquité, de qu'est-ce qui a été écrit il y a 1500 ans? » Et là, des penseurs, on va dire des érudits, c'est ceux qui ont plus de connaissances que la majorité des gens, vont commencer à faire l'analyse et la critique
des textes grecs. C'est pas l'analyse, la critique des Grecs. L'analyse et la critique des textes grecs depuis 1500 ans. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les différentes versions et ils vont commencer à les comparer. Ils vont prendre des textes qui sont en latin, des textes qui sont en grec, des textes qui sont en arabe. Puis là, ils vont tous les mettre un à côté de l'autre. Puis là, ils vont les comparer, puis ils vont essayer d'avoir une version qui va être, comment je pourrais dire ça, plus complète et précise. L'autre moyen qu'il va pouvoir de redécouvrir les savoirs antiques, c'est en lien avec les textes grecs. Mais les textes grecs étaient pour la majorité traduits en arabe ou encore en grec au Moyen-Orient. Puis avec le commerce européen qui se fait autour de la Méditerranée pendant le Moyen Âge, il va y avoir des contacts avec le Moyen-Orient. Et ce sont souvent des riches marchands qui, eux, vont en Orient, ils vont ramener ces livres-là. Et la majorité des marchands qui sont très riches dans le commerce européen vivent en Italie. C'est une des raisons pourquoi ça va être l'Italie, le cœur même de la Renaissance. Et ces deux éléments-là, donc l'analyse des textes, la critique des textes et le contact avec le Moyen-Orient, Moyen-Orient, pas de S, c'est pour ça qu'on écrit à la mine, on va avoir une version plus complète et précise des savoirs antiques. Et c'est ces versions-là qui vont être diffusées par l'impression. Donc là, lorsqu'on va avoir un livre complet et précis, on va le faire imprimer des centaines de fois. Là, on n'imprime pas des livres comme aujourd'hui. On s'entend qu'on a une plaque en métal. On va organiser chacune des lettres sur la plaque, puis là, on fait une page à la fois, une page à la fois, une page à la fois. C'est toujours la même page qu'on va faire plusieurs fois. Après ça, on va changer toutes les lettres sur la même plaque. Après ça, on va faire la page, la page, la page. Puis une fois qu'on a toutes les pages du livre, on va commencer à les assembler. Ça ici, ça va être notre principale cause de la Renaissance. On va aller mettre un autre élément ici sur la carte. On va te présenter un humaniste célèbre. Humaniste célèbre. Et lui, il représente toutes les caractéristiques qu'on pourrait avoir pendant la Renaissance. Son nom, c'est Érasme. Érasme, lui, il va lire et écrire en grec. Érasme, lui, il va critiquer l'Église. Puis l'affaire que vous ne savez pas, c'est que Érasme fait partie du clergé catholique. C'est un prêtre. Mais lui, il va la critiquer. Érasme, il va enseigner à l'université de Bâle. Puis ça, c'est en Suisse. Puis à l'université, on va avoir un centre d'impression et on va pouvoir diffuser les idées des humanistes. Puis Érasme, lui, il y a des correspondants humanistes partout à travers l'Europe.
Je vais juste l'écrire ici. Comme c'est ici. Nombreux correspondants. Dans sa biographie, c'est indiqué qu'il va passer à peu près 6 à 8 heures par jour à écrire des lettres, des correspondances à différentes personnes à travers l'Europe. Puis éventuellement, ces correspondances-là, c'est écrire des lettres. Fait que je t'envoie une lettre, ça prend quelque temps avant que tu la reçoives. Là, tu dois réécrire, tu la renvoies et ainsi de suite. Il va y avoir des échanges d'informations. Ce sont les caractéristiques principales de la Renaissance. Ensuite, on va aller travailler notre carte. Je vais aller tout de suite travailler la légende ici. La légende. Ça roule aujourd'hui. On roule, on est capable. Premier élément qu'on va mettre sur notre carte, c'est qu'on va mettre le territoire de la Renaissance italienne. Ça va être le point de départ pour la Renaissance. Comme je t'ai dit tantôt, l'Italie, c'est un centre culturel, économique et artistique très important. Il y a beaucoup de commerce, il y a des contacts à Venise, à Florence, à Rome. Il y a du commerce, puis tout le monde se retrouve dans ces grandes villes-là européennes en Italie pour échanger des idées puis faire du commerce. C'est vraiment un pôle d'attraction incroyable. L'autre élément qu'on va mettre sur la carte, on va écrire ici le perfectionnement de l'impression. Dans l'histoire de l'humanité, parmi les plus grandes inventions, il y a eu le feu, il y a eu l'écriture, il y a eu l'impression, il y a eu l'Internet. Dans les trois que je t'ai nommés, c'est toujours en lien avec l'information, l'écriture, puis la diffusion. L'écriture permet de mettre sur papier les connaissances de l'être humain, tandis que l'impression permet de la diffuser beaucoup de façon plus fiable et rapidement. Et l'Internet, mais là, c'est encore pire. Tu peux avoir l'information de n'importe où sur l'Internet. Puis, on va faire un cercle ici. Ça va être des centres humanistes. C'est de là. C'est pas vrai. Je vais juste refaire ça ici. Ça va être diffusion. Diffusion des idées humanistes. Et la diffusion des idées humanistes, ça va être soit par correspondance, soit par impression ou soit par l'université. Je vais tout de suite ici te faire ta légende au crayon noir, juste ton légende au complet, parce qu'on va commencer à utiliser notre code de couleur. J'aurais pu faire un cours au complet sur comment l'impression fonctionne, comment est-ce qu'au Moyen Âge, les livres étaient recopiés. Mais je peux te dire qu'au Moyen Âge, les livres sont souvent recopiés par des moines dans des monastères. Un livre à la fois, une page à la fois. Chaque livre recopié est une œuvre d'art en soi. C'est long à faire et c'est très dispendieux. C'est pas n'importe qui peut avoir des livres ou se faire des livres. D'ailleurs, le livre le plus copié, ça va être la Bible, à cause de la religion. Et c'est l'Église catholique, vu que c'est elle qui s'occupe de faire la copie des livres, qui va techniquement avoir le contrôle de qu'est-ce qui va être diffusé comme idée. À la Renaissance avec l'impression, là, n'importe qui
qui a accès à une presse. Là, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en Europe. Il y en a à peu près une 10 à 12, tout dépendant d'où c'est qu'on va se situer dans toute l'Europe. C'est une machine complexe qui n'est pas nécessairement facile à utiliser. Et là, à partir de l'impression, on va pouvoir imprimer des livres et diffuser ces livres-là partout à travers l'Europe. Une fois que c'est sèche ici, on peut déjà effacer. On va mettre la Renaissance italienne en orange. On va mettre le perfectionnement de l'impression en mauve. Et on va mettre la diffusion des idées humanistes en vert. On va commencer par la Renaissance italienne. Là, sur la carte, on va écrire à la mine. C'est de ne pas peser fort pour ne pas laisser de traces. On va aller placer en premier lieu la ville de Florence. Regarde l'image que je te présente là en ce moment. Florence, c'est un grand centre qui va être intellectuel et artistique. C'est une grande ville au Moyen Âge. Elle est riche, elle est puissante, elle va attirer beaucoup de personnes. Et c'est à partir de Florence le début de la Renaissance, le début des idées humanistes, le début des changements artistiques. C'est un centre très important. Florence va être ici à peu près, un petit point, puis on va l'encercler. C'est pas un cercle incroyable que j'ai fait là. Il fait pas mal dur. On va le mettre ici. Comme ça. Tu as ton île qui est là, qui est ici. Puis on va le mettre à peu près là, puis on va écrire en haut Florence. Essaye de ne pas peser fort. Un autre pôle économique très important, ça va être juste ici. Tu vas avoir un cours d'eau qui est là, ici, qui est le Pô. Puis juste tu vas faire ton point, tu vas l'encercler, puis on va écrire la ville de Venise. Venise qui est aussi un autre centre artistique, culturel et intellectuel en Italie. Et il va y avoir Rome qui va être situé ici. Il va être un autre pôle important pour les humanistes. Tu peux tout de suite repasser dessus pour Rome. Florence. Venise. C'est le point de départ de la Renaissance. On peut même parler des fois là, de la Renaissance italienne. Ici, ce que je vais te faire faire, c'est que je vais te faire faire les limites, si tu veux, de la Renaissance italienne, un peu au sud de Rome, comme ça ici. Et ici, je te fais faire un demi-cercle. Monsieur Lauzon, il va t'expliquer pourquoi il te fait faire un demi-cercle ici. Lève la tête. Regarde. Lève la tête, regarde. Vois-tu? Ça ici, c'est les Alpes. C'est une frontière naturelle entre l'Italie et la Suisse, l'Italie et la France. C'est pas facile passer à travers les Alpes. Idéalement, on préfère passer par la mer Méditerranée. C'est pour ça ici qu'on va faire comme la limite de la diffusion de la Renaissance italienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ça ici. Je vais tout de suite commencer par aller à l'intérieur de mes villes ici, parce qu'on avait fait diffusion des idées humanistes. Le point principal, ça va être Florence. C'est de là que la Renaissance va partir. Il va y avoir aussi Venise qui va avoir une grande influence et Rome qui va avoir une grande influence. Ce sont des centres culturels, scientifiques et intellectuels, ainsi qu'artistiques.
Et ensuite, une fois que tu as terminé ça, on va colorier l'intérieur de notre territoire. Est-ce que j'ai bien effacé? Oui, j'ai bien effacé. On va colorier notre territoire ici en orange pour faire référence à la Renaissance italienne. C'est toujours de colorier dans le même sens, à 45 degrés. Tu peux même faire le contour, si tu veux, de cette partie de l'Italie. Et on va colorier comme ça ici. Et c'est de cette partie de l'Europe que la Renaissance italienne va partir et va être diffusée un peu partout à travers l'Europe. Les Italiens vont influencer les humanistes à travers l'Europe. Et à partir de là, il va y avoir une diffusion qui va partir. L'autre facteur qui va jouer un rôle très important dans la Renaissance et la diffusion des idées humanistes, je te rappelle que l'humanisme, c'est une nouvelle vision de l'homme et certaines réformes religieuses, il va y avoir une ville dans le Saint-Empire germanique, qui est l'équivalent de l'Allemagne aujourd'hui, une ville. On va la placer ici. La ville est située le long d'un fleuve qui s'appelle le Rhin. La majorité des villes de l'Empire germanique vont être situées le long du Rhin. Il y a la ville de Mayence. C'est à Mayence qu'il va y avoir le perfectionnement de l'impression. Donc, M-A-Y-E-N-C-E. C'est à Mayence qu'il va y avoir d'abord et avant tout le perfectionnement de l'impression. Puis après ça, dans différentes villes comme Venise, on va voir Lyon, Bâle, Paris, on va construire des centres d'impression. Je vais effacer ça ici. Et je vais mettre Mayence en mauve pour le perfectionnement de l'impression. Ce que je vais te demander de faire ici, on peut prendre directement le truc. Je vais te faire des petites flèches comme ça ici pour dire qu'il va y avoir diffusion des idées. On va attendre un peu, puis on va les repasser ici en orange pour dire qu'il va y avoir diffusion des idées partout en Europe. Puis même chose pour Mayence. On va faire des petites flèches. Et il va y avoir diffusion du perfectionnement partout en Europe. Et on va le mettre en mauve. Tu prends peut-être pour acquis qu'aujourd'hui, c'est facile de diffuser des choses, mais au Moyen Âge, pas d'Internet, pas de télévision, pas de satellite, pas de téléphone, pas de courriel. Si tu veux présenter tes idées, il faut que tu te déplaces, il faut que tu les écrives à des personnes. Tu as beau écrire le livre le plus incroyable de la planète, mais s'il n'y a personne qui le lit, ben, tu restes pris avec. Ici, sur la carte, je vais te faire placer, toujours le long du Rhin, je vais te faire placer la ville de Bâle. Pourquoi je te fais placer la ville de Bâle? Parce que Bâle, qui est en Suisse, ça va être un centre humaniste très important. Il va y avoir une université, il va y avoir un centre d'impression et il y a Erasme, qui est probablement l'humaniste le plus important et le plus célèbre, qui va s'installer là, il va travailler à l'université, puis il va faire beaucoup de correspondance. L'autre élément que je veux te montrer, on va mettre la ville de Lyon. Pourquoi qu'on va mettre la ville de Lyon en France? Lyon va être un centre des humanistes très important. Il va avoir un grand centre d'impression qui va être à Lyon.
L'autre élément qu'on va mettre sur la carte, ça va être la ville de Paris. Paris qui va être ici, à peu près. Paris va être un centre universitaire, va être un centre d'impression, va être aussi un centre de diffusion très important pour les idées humanistes. Et c'est à partir de Paris que Londres, la ville en Angleterre, va être exposée aux idées des humanistes. Et je vais tout de suite repasser, je vais effacer mon crayon à la mine. Comme ça ici. Les idées vont partir de l'Italie pour se rendre à Paris, vont aller à Londres, vont aussi se rendre à Mayence, puis après ça, vont être rediffusés à travers l'Europe. Donc, il va te rester à recopier tout ça. Je vais d'abord recommencer par ici l'idée principale qui va être la Renaissance. Si on te demande de situer dans le temps la Renaissance, ça va être le 15e et 16e siècle, donc de l'année 1400 à 1600, où c'est situé, c'est en Europe. Plus précisément, ça va être en Italie et ensuite au reste de l'Europe. Qu'est-ce que la Renaissance? C'est un changement. Il va y en avoir plusieurs. C'est une période de renouveau. On va renouveler les connaissances au niveau scientifique. Quand on va parler de renouveau scientifique, on va parler de laisser une place à la raison, l'observation et l'expérimentation. La pensée critique, la pensée scientifique va devenir très importante. Par le même fait, tout ce qui est fantastique et religieux va tranquillement être mis de côté. Est-ce que pour autant que les Européens arrêtent de pratiquer la religion catholique? Pas du tout. La religion catholique reste très importante. Les penseurs humanistes sont très croyants. Ce qui va changer avec la nouvelle vision de l'homme, c'est que ce n'est plus Dieu qui va décider du destin de l'être humain, mais de l'être humain lui-même. Mais Dieu existe et prend, si vous voulez, un peu plus de recul sur ce qui se passe sur la Terre. L'être humain est responsable de son destin. Il peut choisir ce qui va lui arriver. À la Renaissance, l'humaniste, je te répète que l'élément important de l'humanisme, et c'est l'humain qui va être au centre de tout. La religion est toujours importante, mais ce n'est plus Dieu le personnage le plus important, mais l'être humain. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle vision de l'homme. L'homme est au centre de tout. L'homme est bon et l'homme peut prendre des décisions éclairées. Plus qu'il connaît de choses autour de lui, plus qu'il peut prendre de bonnes décisions. L'autre élément ici, c'est les réformes religieuses. Il y a beaucoup d'humanistes qui vont critiquer l'Église comme Erasme. Et eux vont, si vous voulez, créer leur propre religion chrétienne avec des règlements différents. C'est pour ça qu'on parle de réforme. Puis les humanistes vont diffuser leurs idées. Le facteur principal de diffusion, c'est l'impression. Ça permet de passer par-dessus le contrôle que l'Église avait des connaissances. Les correspondances,
Les humanistes vont échanger des idées. C'est comme un gros Reddit, mais avec des lettres qu'on va s'envoyer. Puis il va y avoir les universités qui vont amener, entre autres, les gens à se questionner sur la place de l'homme dans l'univers, commencer à faire des recherches scientifiques, et des choses aussi simples que disséquer un corps humain mort pour savoir comment il est fait, ce qui était presque impossible à faire au Moyen Âge. Les causes de la Renaissance. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la Renaissance? C'est la redécouverte des savoirs antiques. On va le travailler au prochain cours. Puis quand je parle des savoirs antiques, je parle beaucoup de la philosophie, de Platon, de Socrate, de Aristote, qui eux avaient déjà réfléchi sur la place de l'homme dans le monde, sur l'importance du bien, sur l'importance du beau, sur le libre arbitre. Est-ce que je suis responsable de qu'est-ce qui m'arrive? Et comment on va redécouvrir les savoirs antiques? Le plus important, c'est l'analyse et la critique des textes grecs depuis les 1500 dernières années. Il y a un nom pour ça, je ne veux pas que tu apprennes le nom, mais je vais te le dire, c'est la philologie. C'est l'étude des mots et des textes afin d'en découvrir la vérité. L'autre élément qui va amener à la redécouverte des textes et des savoirs antiques, c'est le contact avec le Moyen-Orient. Parce qu'au Moyen-Orient, dans les grandes bibliothèques, il y a des textes qui proviennent des Grecs, mais il y a aussi des textes qui ont été traduits en arabe. Et l'analyse et la critique des textes, plus les contacts avec le Moyen-Orient, vont faire en sorte qu'il va y avoir des versions plus complètes et précises des savoirs antiques. On va s'entendre sur « Hey, Socrate, il a dit ça, puis c'est ça. » On ne pourra plus dire « Hey, Socrate, il a dit ça. » Non, non, il a dit ça. Hey, il a dit ça, il a dit ça. Non. Avec l'étude des textes anciens, ça va être possible de savoir que c'est ça, cette version-là. Et l'autre élément ici, c'est un humaniste célèbre. C'est Erasme. Il représente vraiment tout ce qui caractérise la période de la Renaissance. Il va lire et écrire en grec. Il fait aussi le latin, mais je voulais mettre l'accent sur le grec parce que c'est en lien avec l'Antiquité. Il va y avoir de nombreux correspondants, plusieurs rois et reines d'Europe. Correspondants. Il va critiquer l'Église, même si lui, il fait partie de l'Église catholique. Et il va enseigner à l'université de Bâle, qu'on a placé sur la carte juste ici, qui va être un centre humaniste en Suisse et qui va y avoir des machines pour faire de l'impression. Une fois que tu as terminé, tu peux effacer tout le crayon à la mine sur ta carte et mettre ta carte dans un plastique et dans ton duotime.